Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez La Voix des Grands Lacs et ce soir, 24 novembre 2025, nous avons comme invité Monsieur Gustave Mbonyumutwa, qui est un citoyen belge d'origine rwandaise et qui est aussi un spécialiste de toutes les questions concernant la région d'Afrique des Grands Lacs. Bonsoir, Monsieur Mbonyumutwa. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà, comme nous vous l'avons dit, nous voulons parler d'un article qui est sorti dans le journal Iguié en version française et qui non seulement parle du ministre Prévost en des termes franchement désagréables et même agressifs, mais qui mentionne aussi des noms de Rwandais, des jeunes comme des anciens, et en les accusant de tous les noms, en les traitant de tous les noms, en les accusant de tous les crimes. Génocide, négationnisme, petits-enfants de négationnistes, de génocidaires, des choses inacceptables. Nous, à la Voix des Grands Lacs, nous nous sommes décidés à traquer tous ces mensonges et toutes ces invectives qui contredisent en fait l'histoire de notre pays d'abord, mais aussi l'histoire entre la Belgique et le Rwanda, aussi bien dans la période précoloniale, coloniale et post-coloniale, c'est-à-dire après les indépendances. C'est pourquoi donc nous vous avons invité, je répète, parce que vous aussi, Gustave Mbonyumutwa, êtes cité dans cet article. Et nous trouvons que c'est inacceptable. À force de laisser passer ces accusations gratuites, graves, infondées par ailleurs, nous risquons de leur donner raison, ces accusateurs, surtout que l'article a été écrit officiellement par un certain Tom Ndahiro, qui est le chef de la propagande du FPR au Rwanda comme à l'étranger. Voilà. Est-ce que vous avez lu l'article en question? Je suppose que oui. Dans lequel cas, je vous demanderai d'abord de le résumer, vu de vous. Nous, à la Voix des Grands Lacs, on en a déjà parlé de manière pas trop détaillée, mais on en a quand même parlé dans l'émission d'hier soir. Est-ce que vous avez lu le message et quel sens lui avez-vous donné? Cet article de Tom Dairo dans le journal Iguihé, version française. Très bien. Merci beaucoup. Euh, Avant peut-être de parler de l'article en question, je vais donner quelques informations sur le contexte, à savoir pourquoi cet article est sorti jeudi passé, le 20 novembre exactement. C'était suite à la visite, on va même dire au voyage de Maxime Prévost, le ministre belge des Affaires étrangères au Rwanda. Il était sur place pour la conférence ministérielle de l'Organisation de la francophonie, qui se tenait donc au Rwanda du 18 au 20 novembre. Il s'y est rendu dans un contexte assez étrange, étant donné que la Belgique et le Rwanda ont rompu les relations diplomatiques depuis le mois de mars, et par conséquent, c'était totalement inédit, voire même inexplicable, que le ministre, chef de la diplomatie belge, puisse aller au Rwanda alors que les relations diplomatiques n'ont pas été restaurées. Mais cela a été possible parce que cela se faisait dans le cadre d'une, on va dire, conférence internationale, la francophonie, à laquelle la Belgique appartient en tant que membre, et aussi le Rwanda. Et donc, on pense que ce petit tour de passe-passe diplomatique a fait que le ministre a quand même été au Rwanda dans ce contexte de relations diplomatiques rompues. Cela explique pourquoi il a été mis au devant de la scène médiatique rwandaise en étant au Rwanda. Donc, il n'a pas été dans un autre cadre. C'est très, très important d'en parler. Et donc, pour revenir à cet article, on va le résumer petit à petit, mais en gros, s'attaque de manière frontale à la fois à la Belgique et au ministre pour lui reprocher beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la francophonie. Donc là, c'est la partie aussi qui a été surprenante, c'est que on ne parle pas de la contribution de la Belgique dans la francophonie, que ce soit les bonnes ou les mauvaises choses. On a attaqué plutôt le ministre sur euh, l'histoire que la Belgique a avec le Rwanda
et notamment toute l'histoire concernant les origines du génocide et le génocide en 1994. Donc l'article, pour faire simple, est une accusation très frontale selon laquelle c'est la Belgique qui serait responsable de l'idéologie génocidaire. Ce sont les mots qui sont utilisés. La Belgique serait responsable de l'idéologie génocidaire qui a sévi au Rwanda, que ce soit donc depuis les années 50 ou 60 aux événements de 94, qui ont été le point culminant, d'après cet article, de l'idéologie que la Belgique a cultivée, déployée et mis en œuvre au Rwanda. Donc, l'article est très très lourd. D'ailleurs, il ressemble plus à de la propagande que vraiment un article d'opinion ou, on va dire, académique ou qui fait réfléchir. Je pense que tous les acteurs avertis ou avec un peu de sagesse verront que c'est un article qui n'a que pour but que de déverser de la haine contre la Belgique et par ricochet mettre de la pression sur le ministre. Très honnêtement, c'est même difficile de le lire. On croit qu'à certains moments, c'est même une intelligence artificielle animée par la bêtise humaine qui a rédigé certains passages. Mais toujours est-il qu'il y a certains éléments de cet article qui ne doivent pas être pris à la légère. Le premier et le plus grave, c'est évidemment les accusations contre la Belgique. Mais ensuite aussi les accusations contre les organisations de Belges d'origine rwandaise vivant en Belgique, dont l'association Jambo SBL, dont je suis membre, et également certaines personnes qui ont été citées nommément, dont moi-même. Et concernant ces organisations, donc l'article accuse les organisations et ces personnes de négationnisme. Donc, vous l'aurez compris, l'article aborde deux aspects, on va dire, de la terreur idéologique que Kigali utilise pour intimider ses adversaires ou ce qu'ils appellent ses ennemis. Il y a les accusations de génocide, de participation au génocide. Certaines, évidemment, sont fondées, ça c'est certain, mais la plupart sont totalement politiques et orientées uniquement pour déstabiliser et faire taire les critiques. Donc c'est le premier volet des attaques de Kigali qui se retrouve aussi dans cet article, à savoir les accusations de génocide et de participation au génocide. Et le deuxième volet, ce sont les accusations de négationnisme, qui est aussi un crime d'opinion assez abject et qui fait que celui qui en est accusé euh, est quelque part mis de côté, on ne sait plus l'écouter, que ce soit des accusations fondées ou pas, les accusations de négationnisme aboutissent à une forme d'exclusion, d'ostracisation de la personne qui est accusée sans autre forme de procès. Et donc, le Rwanda, dans sa campagne de diaboliser tous ses détracteurs, toutes ces critiques, accuse à tout vent de participation au génocide ou de négationnisme. Et donc voilà, cet article arrive à accuser la Belgique comme étant le patrimoine génétique de tout ce qui est idéologie génocidaire, mais également de tout ce qui est négationnisme. C'est assez grave parce que même si ça semble assez ridicule comme accusation, il n'empêche que certaines personnes qui liront ça pourraient être tentées de croire qu'il y a du vrai, et donc ça mérite quand même de pouvoir y répondre. Personnellement et au niveau de notre ASBL, nous sommes toujours montrés du doigt, nous sommes toujours accusés par ce deuxième volet, qui est le négationnisme, alors que c'est quelque chose qui n'a jamais été établi, qui n'est fondé absolument sur rien. Et malgré cela, les articles qui viennent du Rwanda, que ce soit ceux des médias gouvernementaux, ou en tout cas très proches du gouvernement, voire même de certaines personnalités politiques du Rwanda ou qui exercent un mandat exécutif, et là je parle des personnalités du niveau de ministre, on y viendra peut-être. Donc ces accusations sont toujours dans la sphère publique. Ça fait une dizaine d'années qu'elles sont lancées en toute impunité.
au point que nous avons finalement déposé plainte ici en Belgique, il y a maintenant 6 ans. Nous avons déposé plainte pour diffamation et calomnie, justement parce que on trouve inacceptable d'être qualifié et d'être accusé de négationnisme, qui est un crime inacceptable, alors qu'il n'y a aucun fondement pour cela et que rien n'est fait pour que ces gens-là cessent ce genre d'accusation. Cette plainte, nous espérons qu'elle pourra aboutir dans les prochains mois. Ça fait déjà longtemps, mais nous espérons que maintenant nous parlons en mois et nous aurons peut-être l'occasion d'avoir un verdict et un jugement qui tranchera de manière définitive la question de ces accusations de négationnisme. Voilà, je crois Alors, qu'en guise je d'introduction, voulais, j'ai fait est-ce que déjà mal. vous auriez quelques minutes aussi pour retracer, bien sûr, vous l'avez fait dans le début de votre introduction, mais la visite au Rwanda du ministre Prévost se faisait dans un contexte où il a été, comme tous les autres responsables qui visitent le Rwanda d'ailleurs, il a été au mémorial du génocide des Tutsis et il a prononcé des mots très forts, avec une empathie, j'allais dire, exemplaire. Et il est tombé dans le même piège que tout le monde, hein. Et c'est aussitôt après que la propagande d'État de Tom Ndahiro et de son service ont sauté sur la tête et sur le... Ils lui ont vraiment carrément sauté à la gorge pour essayer de l'étreindre, pour le réduire à quoi, je dirais, pour le faire taire définitivement, le salir, lui faire porter le chapeau qui n'est pas le sien. Dire que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait au Rwanda pendant son séjour, que c'était de l'hypocrisie, comme s'ils avaient la capacité d'entrer dans son cœur pour voir ce qui y est caché. Euh, Mm. Est-ce que ça ne représente pas en même temps un sujet de préoccupation diplomatique que la Belgique devrait prendre au sérieux? Parce que M. Prévost n'est pas n'importe qui, et même s'il n'était pas n'importe qui, le sujet est suffisamment grave pour qu'on ne laisse pas passer. Par rapport aux relations diplomatiques entre la Belgique et le Rwanda, que pensez-vous de l'opportunité que M. Tom Ndahiro et son système, leur système de propagande ont prise pour essayer justement de salir la Belgique et M. Prévost en particulier? Pourquoi d'ailleurs M. Prévost? Oui, 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 très bonne réflexion et très bonne question. Il faut même ajouter que cet article de Tom Dahiro, avait été relayé par le ministre de l'Unité, le tristement célèbre Jean Damascène Bizimana, qui l'a relayé le matin suivant sa publication, mais par enchantement, il a supprimé le relais qu'il avait fait de cet article sur les réseaux sociaux. Euh, Ce qui montre que la position qui est exprimée dans cet article est soutenue, en tout cas par le ministre, mais pour peut-être des raisons que nous découvrons par après, il a quand même tenu à enlever la casquette ministérielle ce relais. Donc, c'est pour dire que il y a une volonté de véritablement mettre de la pression sur le ministre Maxime Prévost, à travers les médias rwandais, à travers les officiels, qui parfois ont le devoir de réserve, mais il n'empêche que le message est passé. Et effectivement, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Maxime Prévost et la Belgique, évidemment, sont la cible de cette propagande de diabolisation et d'accusation d'être le fondement et l'origine de l'idéologie génocidaire au Rwanda? On peut se poser la question. Euh, il y a un contexte, il y a un contexte géopolitique, peut-être qu'il dépasse le cadre de notre discussion aujourd'hui, mais vous savez que le Rwanda appuie une rébellion à l'est de la RDC, les fameux M23, et que la Belgique a pris une position très claire à partir du moment où Maxime Prévost est devenu ministre des Affaires étrangères. La Belgique a pris une position très claire, à savoir qu'elle mettait en avant et en priorité la défense de la souveraineté des pays
Et par conséquent, elle a appuyé pour que le Rwanda fasse pression pour que la rébellion qui est à l'est de la RDC puisse se retirer. Et au début même, s'il s'agissait même de déposer les armes. Et donc, c'est depuis que la Belgique a pris cette position, que ce soit de manière bilatérale, mais aussi multilatérale, au niveau de l'Europe, au niveau de l'ONU, que les frictions entre le Rwanda et la Belgique se sont amplifiées au point de mener à la rupture des relations diplomatiques dont on a parlé tout à l'heure au mois de mars. Et vu que c'est ce changement qui a été impulsé depuis l'arrivée de Maxime Prévost au ministère des Affaires étrangères, eh bien, pour le Rwanda, l'explication est très simple. Il s'agit d'un seul homme qui a modifié la politique de la Belgique dans la région des Grands Lacs en leur défaveur. En tout cas, c'est ce qu'ils estiment. Et donc, il faut impérativement faire pression sur cette personne par tous les moyens qu'ils soient, notamment le bashing médiatique. Et comme nous l'avons dit en introduction, les deux cartes qui sont abattues dans ces cas-là, c'est celle d'accusation de participation au génocide ou de soutien aux génocidaires ou d'accointance avec les génocidaires d'un côté, et de l'autre, tout ce qui est négationnisme, promotion du négationnisme, etc. Tout ça pour l'englober dans le fameux concept de l'idéologie génocidaire qui est assez abjecte, évidemment. Donc pourquoi Maxime Prévost? Parce qu'il a été celui qui a porté la voix de la Belgique afin de faire pression sur le Rwanda. On avait déjà vu au moment de la rupture des relations diplomatiques au mois de mars que les journaux avaient été très durs envers la Belgique. Et à chaque fois, c'est la même chose. Ils reviennent sur le rôle de la Belgique, trouble pendant la période 90-94, mais auparavant, parce que, évidemment, ils veulent prendre l'ascendant moral sur toute personne qui ose critiquer les politiques du Rwanda, les politiques du président Paul Kagame, même si cela n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé au Rwanda. Et il faut reconnaître que c'est une arme qui fonctionne énormément, parce que beaucoup de gens ont peur d'être associés de près ou de loin à ces crimes de génocide. Les mêmes personnes ou d'autres ont peur d'être associés de près ou de loin à tout ce qui est négationnisme. Et donc, quand vous avez ces attaques, fondées ou pas, qui vous visent, eh bien, vous n'avez pas le choix, vous finissez par faire marche arrière. Et donc, c'est ce à quoi on assiste. Depuis le mois de mars, le Rwanda a rompu, c'est d'ailleurs le Rwanda qui a rompu en premier les relations, et la Belgique a dû le faire par principe de réciprocité. Mais depuis le mois de mars, donc, les attaques sont très très virulentes contre la Belgique, contre le ministre, pour essayer de le mettre dans une position où il va vouloir se racheter et donc forcément euh, euh, être beaucoup plus tendre ou moins ferme par rapport à la situation à l'est de la RDC. Donc, pour moi, c'est la finalité de cet article qui s'inscrit dans tout un arsenal d'attaques qui ont été faites contre le ministre et la Belgique depuis le mois de mars. Et il semblerait que ça marche puisque malgré ces attaques, le ministre a tenu quand même à aller au Rwanda, ce qui est une chose très surprenante. Lorsque les relations diplomatiques sont rompues, il n'y a pas d'officiel, en tout cas pas d'officiel du rang d'un ministre qui se rend dans le pays en question. Et donc, son voyage vers le Rwanda était un signe d'ouverture, un signe pour vouloir renouer le dialogue avec les autorités rwandaises et la façon dont il a été accueilli, en tout cas d'un point de vue des médias rwandais et de l'opinion publique rwandaise, montre que au Rwanda, on n'est pas prêt à faire cette ouverture. Au contraire, on continue à lui taper dessus, c'est vraiment l'expression, on continue à lui taper dessus, de façon à ce qu'il puisse encore aller plus loin dans sa démarche de vouloir se réconcilier et donc finalement changer de position complètement par rapport à l'est de la RDC. C'est une visée tout à fait géopolitique qui se lie au travers de ces écrits et des positions qui sont prises par les différentes personnalités médiatiques au Rwanda. Et donc, on sent bien que c'est une pression psychologique et morale
pour que le ministre soit change de cap et vienne soutenir le Rwanda comme certaines puissances étrangères le font, soit tout simplement joue la carte de la neutralité au maximum, voire même du silence, et donc ne viennent plus, en tout cas, pointer du doigt les responsabilités du côté du Rwanda. Alors, vous avez souligné, ou plutôt fait allusion à à l'élément régional. Effectivement, dans la lettre ou dans l'article de M. Tom Dairo, cela transparaît dans un paragraphe que je considère comme d'abord anti-congolais, mais ensuite anti-Prévost, bien sûr, parce qu'il dit, après avoir accusé M. Prévost d'hypocrisie, il dit, cette hypocrisie s'étend au-delà des frontières, jusqu'en République démocratique du Congo, où l'idéologie génocidaire a trouvé un nouveau terrain et des parrains familiers. La Belgique prétend s'opposer à l'idéologie génocidaire, notamment dans la région des Grands Lacs. Mais qui soutient-elle réellement dans cette région? Eh bien, le président Félix Tshisekedi, un homme dont le gouvernement est ouvertement allié au FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda, l'organisation composée des restes des Interahamwe et des anciennes forces armées rwandaises ex-FAR, les architectes et exécutants du génocide de 1994. Le gouvernement de Tshisekedi, citoyen naturalisé belge, a offert à ces forces soutien, refuge et même alignement opérationnel contre le Rwanda et le mouvement rebelle M23, né en résistance aux atrocités des FDLR dans l'est du Congo. Il préside à une machine de propagande qui ressuscite quotidiennement les stéréotypes anti-Tutsi, imitant la bile radiophonique de la RTLM, tout en accusant le Rwanda de balkanisation et d'infiltration. La Belgique le sait, et pourtant elle envoie aide, troupes et sourires. Il dit tellement de choses. Vous voyez, dans ce paragraphe, il y a un amalgame d'éléments. Il parle des FDLR, il parle ensuite de machines de propagande, de RTLM, les stéréotypes anti-Tutsi. C'est extraordinairement, j'allais dire, bien fait, parce que c'est effectivement l'intelligence artificielle qui a rédigé ce courrier. C'est clair que Tom Dairo ne peut pas l'écrire. Son français n'a rien à voir avec le contenu de cet article qui est sur la forme bien faite, mais en réalité, le contenu, c'est juste une diatribe contre le ministre Prévost, contre la Belgique et contre les relations entre M. Prévost et le président Tshisekedi, qui est souligné dans cet article. Et donc, il y a très certainement une visée pour essayer de changer le narratif des relations entre la Belgique et le Rwanda d'abord, bien sûr, mais aussi entre la Belgique et la RDC. C'est clair et net. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Comme vous l'avez dit, ils cherchent à monopoliser la parole, à monopoliser l'idéologie, monopoliser le narratif. Vous savez, une semaine avant, c'est-à-dire le 15 novembre 2025, une de leurs organisations, qui est la communauté rwandaise de France, on sait qui ils sont, c'est une des associations pro-FPR à l'extérieur et qui sévit. Elle avait, cette association, accusé Radio France Internationale d'avoir donné une interview, d'avoir organisé un entretien entre un journaliste, M. Ligodi, et un porte-parole des FDLR. Et ça devient un crime d'État, ça devient un crime presque de génocide. Le journaliste Ligodi a été accusé de tout, qu'il est proche des FDLR, bien sûr. Donc, ce n'est pas seulement la Belgique en tant que Belgique qui est visée, c'est toutes les organisations de la même mouvance du FPR qui sont en train d'essayer de faire taire tout le monde. En France, ils nous font taire, ils essayent. Comme vous avez dit, ça réussit finalement. Ça réussit. Lorsqu'on l'association Ibuka et la communauté rwandaise de France demandent qu'on n'enterre pas une personne venue en France avec les papiers, on ne va pas y revenir,
et que ça se passe comme ça, qu'on les entend, on les écoute, on les respecte, on leur donne tout ce qu'ils demandent, effectivement, c'est un vrai danger. C'est un vrai danger. Dans l'article, il demande même que certaines personnes citées dans l'article, en Belgique, que la Belgique pense à les livrer aux autorités rwandaises pour qu'ils soient jugés au Rwanda. C'est extraordinaire. En, Ah, en tout cas, il demande que la Belgique les poursuive. voilà, exactement. J'espère, et ça ne se fera pas. Je crois que la Belgique est assez logique et forte et qu'elle a compris. D'ailleurs, il faudrait très très rapidement qu'on sache ce que pense le gouvernement belge. Hein. C'est pas une petite affaire. Accuser un pays sur son rôle historique, accuser la Belgique sur le rôle historique que ce pays a pu jouer au Rwanda, en transformant tout, tout, tout. C'est-à-dire que les jeunes qui naissent aujourd'hui ou qui sont nés il n'y a pas très longtemps, lorsqu'ils vont apprendre l'histoire belge au Rwanda ou dans la région des Grands Lacs, ben, on va leur dire que la Belgique était un pays de sauvages qui... Voilà, c'est ça. Hmm. Et c'est pourquoi la Belgique devrait s'impliquer pour dire stop, ça suffit comme ça. Bon, il faut être de bon compte parce que cet article émane d'un propagandiste que nous connaissons, qui est au service du gouvernement, mais il n'a aucune valeur ou aucun poids diplomatique qui fait en sorte que la Belgique prenne position. C'est d'ailleurs pour ça que le ministre Wiziman a certainement retiré le tweet ou le partage qu'il avait fait, parce qu'à ce moment-là, ça devenait une affaire d'État, effectivement. Un tel article qui est soutenu par un ministre tombe directement dans ce que le pays, donc l'État belge, doit devoir traiter au niveau étatique. Par contre, donc, tant que c'est un article d'un média, l'article aussi abject soit-il, aussi accusateur soit-il, il est difficile que la Belgique prenne position. Et d'ailleurs, ils ne le font pas. Et j'ai même scruté un tout petit peu la presse belge pour voir si ils avaient commenté les 2 jours que le ministre avait passé au Rwanda. Il n'y a quasiment pas d'article là-dessus, chose très très rare. Lorsqu'un ministre des Affaires étrangères est en déplacement dans un pays, il y a au moins un média ou quelques médias mainstream qui le relayent, mais dans ce cas-ci, rien. Il n'y a eu qu'une communication de la part du ministre lui-même à partir de son compte Twitter, et je n'ai pas encore trouvé de papier ou d'articles dans les grands médias classiques. Bon, en ce moment, la Belgique est occupée avec d'autres dossiers internes assez difficiles. Donc, ça pourrait expliquer la raison pour laquelle ils n'ont pas pensé à parler de ça. Mais c'est pour illustrer que nous sommes scandalisés par cet article parce qu'il nous a été communiquer directement. Nous suivons IDIRE très régulièrement. Nous avons été cités nommément, mais au niveau de la Belgique, ils ne prendront pas de position, à mon sens, tant que ces accusations ne sont pas portées officiellement ou relayées officiellement par des hauts responsables de l'État. Mais toujours est-il que l'article demande à la Belgique de prendre des actions contre les personnes qu'elle dénonce. Et ça, d'une façon ou d'une autre, c'est de la calomnie, c'est de l'incitation à la haine, c'est de la diffamation. Et ça peut concerner effectivement l'État belge si les personnes ou les organisations qui sont identifiées viennent se plaindre. Sous cette Alors, optique-là, voilà. c'est bien évident, c'est bien évident, même si l'article n'émane pas d'un organe de l'État rwandais officiel, mais ça sort du journal hier, effectivement. Et je crois que la Belgique n'utilisera pas ce genre de procédure pour insulter Kagame ou pour insulter les autorités rwandaises sans, sans suite de la part du Rwanda. Ça, jamais. Évidemment, on ne va pas suivre les méthodes du Rwanda. C'est une méthode, j'allais dire, de suprémacistes qui veulent imposer leur vision du monde, hein, y compris de la vision de leur relation diplomatique avec la Belgique. C'est vrai que, mais tout de même, il s'agit d'un ministre qui était sur place, qui a rencontré les autorités du pays, en tout cas le ministre des Affaires étrangères. On l'a vu avec M. Prévost.
s'embrasser, se dire des mots gentils. Et puis le lendemain, il n'y a plus d'Olivien de Mwingirehe, il y a Tom Dahiro. C'est ça aussi, c'est le signal le système fonctionne comme ça. Le système fonctionne comme ça au Rwanda. Ce que nous devons faire, c'est le dire, c'est le dénoncer tout simplement. Et surtout, rester vigilant parce que si vous avez porté plainte contre quelques personnalités rwandaises justement qui vous traitent de négationnistes, de génocidaires, de petits-enfants de génocidaires, de ce qui est inacceptable. C'est inacceptable de s'en prendre à des jeunes ou des moins jeunes en leur reprochant d'être les enfants ou les petits-enfants de telle personne qui elle-même est accusée injustement. C'est ça. Alors, il revient en ce moment-là, effectivement, d'interpeller la justice, ou en tout cas de saisir la justice pour qu'elle dise le droit. Le problème, c'est que, au lieu de faire attention, de prendre quelques mesures quand même, il continue à verser encore un peu plus d'huile sur le feu. Parce que ce qu'ils ont écrit dans cet article, ce n'est peut-être pas la même personne, bien sûr. C'est peut-être pas Ndahiro qui est l'objet de votre plainte, hein, mais ça devrait venir s'ajouter à ce qu'ils ont déjà fait avant. Oui, tout à fait. Surtout la personne qui avait fait un tweet, qui est quand même un ministre officiel. Je suppose que vous avez fait un copier-coller de son tweet. Hein. C'est très important. Cette personne-là, elle est déjà dans nos milieux ici en Europe, elle est déjà sous poursuite judiciaire. Il faut le dire de temps en temps. Ce monsieur-là, c'est pourquoi d'ailleurs il ne vient plus tellement en Europe. Hein, il le sait. Il le Oui, sait que la justice l'attend pour oui. qu'il s'explique en tant que lui, individu, Jean Damascène Bizimana, pour qu'il s'explique sur ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit contre plusieurs Rwandais ici. Tout à fait. Oui, je peux vous confirmer que dans notre plainte, il y a 3 officiels qui ont été ajoutés parmi les suspects. Mais bénéficiant de l'immunité diplomatique, mais aussi, on va dire, de courtoisie, vu quand même aller impliquer et poursuivre un ministre ou un ambassadeur, cela demande de faire sauter pas mal de verrous. Ces personnes-là ont été invitées à venir témoigner dans l'instruction, cours de l'instruction. Donc, elles n'ont pas été convoquées en tant que suspects, mais elles ont été invitées à venir témoigner et expliquer pourquoi elles étaient aussi virulentes pour accuser l'ASBL Jambo, certains de ses membres, mais aussi le journaliste Peter Verlinden, d'être négationniste et de porter l'idéologie génocidaire, etc. Mais figurez-vous que ces 3 officiels ont refusé. Et il s'agit donc de Bizima, un agent Damascène, qui n'a pas voulu venir, d'Olivier Nduhungirehe, qui n'a pas voulu venir, et aussi de l'ancien ambassadeur rwandais en Belgique, à l'époque où nous avons déposé la plainte, qui est Joseph Wonesha. Donc, c'est quand même 2 personnes qui représentent l'État rwandais au plus haut point, l'ambassadeur étant même celui qui représente officiellement le Rwanda en Belgique. Eh bien, ces 3 personnes-là, nous avons tous les éléments qui montrent qu'ils se sont rendus coupables de diffamation, incitation à la haine, calomnie, etc. Et le juge en charge de l'instruction a voulu les entendre sous statut de témoins, mais elles ont décliné l'invitation. Ce qui d'ailleurs est très paradoxal parce que l'occasion leur a été donnée de pouvoir venir dire exactement ce qu'ils nous reprochent. En quoi leurs accusations contre Jambo ASBL et toutes les personnes qu'ils accusent d'être des négationnistes, en quoi ces accusations sont fondées. Mais étonnamment, et encore aujourd'hui, je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi est-ce que ces personnes que vous voyez si bavardes, si prolixes sur les réseaux sociaux pour nous accuser, pourquoi ces personnes-là ne sont pas venues le faire auprès de la justice, auprès du juge d'instruction. Oh, nous sommes face à une situation où c'est une guerre plus médiatique et psychologique que réellement un combat contre le négationnisme. Nous l'avons toujours dit. Quand vous lisez cet article-ci, il transpire une forme de haine, même une forme de haine raciale. Donc, la portée de cet article n'est pas du tout de combattre le négationnisme,
n'est pas de combattre l'idéologie génocidaire, non, c'est plutôt de mener une guerre psychologique, une guerre médiatique contre des critiques qui résistent depuis des années et contre des critiques dont on ne peut absolument reprocher le moindre crime et on va leur imputer un crime totalement insaisissable qui est le crime de négationnisme, alors que s'il y avait vraiment des éléments concrets de ce négationnisme, eh bien, on aurait déjà eu un procès depuis longtemps. Donc, j'en profite pour rappeler que depuis 2019, la Belgique punit les gens qui se rendent coupables de négationnisme par rapport au génocide contre les Tutsis. Donc, juridiquement, ça peut se faire. Ça fait 6 ans qu'il n'y a eu aucune plainte, il n'y a absolument aucune plainte en Belgique pour négationnisme, alors que sur les réseaux sociaux, dans les médias rwandais, on retrouve des textes comme ceci qui finalement ne font que cracher un venin avec un double objectif, la guerre psychologique, la diabolisation, et alors, pire encore, double objectif, mais on en mettrait même un troisième, c'est cultiver la haine entre les Rwandais. Parce que quand vous dites des choses comme celle-ci à une jeune génération qui a été endeuillée par le génocide et qui entend qu'il y aurait peut-être des gens qui sont dans ces idéologies-là, vous imaginez que vous ne faites que creuser un fossé énorme entre ces générations qui ne pourront, en tout cas, qui auront beaucoup de mal à s'écouter. Et donc, ce genre de texte et les publications qu'on voit très souvent du ministre Biziman et ses discours sont des choses extrêmement dangereuses. Ils utilisent ça pour faire taire les critiques. C'est vrai, ça marche. Pour faire fuir les soutiens que des étrangers, donc que ce soit africains ou non africains, pourraient vouloir donner à ces critiques. Ma foi, ça marche. Madame Victorine Ingabire est accusée de ces crimes-là. Ce qui fait qu'ils peuvent l'emprisonner limite à leur guise. Donc, il faut reconnaître que dans leur façon de procéder machiavélique, ça marche, mais le prix qui est en train d'être payé, c'est effectivement de hypothéquer l'avenir de toute une génération qui va grandir avec des discours de haine et d'accusations de négationnisme non fondées. Et ça, c'est une responsabilité que porte le ministre à titre personnel, ainsi que toutes les personnes qui d'ailleurs ont recours à ce genre d'accusations, parce que d'un point de vue de l'histoire, si on n'a pas des gens qui un jour vont inverser la vapeur et donc vont casser ces discours et demander aux gens de réfléchir réellement avant de pouvoir accuser l'un ou l'autre de négationniste ou de génocidaire, d'idéologie génocidaire, eh bien on risque d'avoir une société qui vit dans la paranoïa totale et donc in fine dans une certaine de haine persistante sans même savoir pourquoi. Alors, je vais vous dire ce que vous avez fait en portant plainte, hein, c'est une action qui aura aussi des conséquences à l'avenir, parce que ces messieurs, les trois en question, en fait, ils se disent qu'ils ont une immunité diplomatique. Et c'est quoi une immunité diplomatique? Pendant la courte période où ils exercent ces fonctions, ils peuvent en jouir, ils peuvent en bénéficier, et même, c'est pas une immunité en fait. Ça ne peut pas se... On appelle ça immunité par extension, mais ce n'est pas une immunité de droit. En France, ces derniers temps, on a beaucoup parlé d'immunité, de ceci, de cela, à l'occasion du procès de Sarkozy. Sarkozy est un ancien chef d'État, le chef d'État de cette France. Au début, on ne voulait pas, les gens disaient non, on ne peut pas poursuivre l'ancien chef d'État pour ceci ou pour cela. Alors quoi, on attend qu'il meure ou quoi? Donc, ces trois messieurs contre lesquels vous avez porté plainte, ils doivent savoir qu'après leur fonction, et ça arrivera un jour, hein, ils auront quand même affaire à vous, les plaignants qui avez porté plainte contre eux, et je pense qu'ils doivent le savoir, se le répéter en plus. Sachez que la même terreur qu'ils mettent contre la diaspora pour nous faire taire, avec les plaintes que nous essayons aussi de mettre en place, ça a des effets, croyez-moi, parce que moi aussi, j'ai un procès en cours contre des gens
qui m'ont attaqué sur plusieurs points. Aujourd'hui, avec mon avocat, on est convenu de ne pas trop en parler, mais la plainte reste pendante. Et en tout cas, la personnalité française et ses relais rwandais qui avaient commencé justement à m'attaquer avec des arguments d'ailleurs qui ne tiennent pas du tout. Comme vous, j'ai demandé que s'il y avait quelque chose, que le Rwanda porte plainte contre moi en Belgique, au Rwanda, etc. Ils n'ont pas voulu le faire parce qu'ils ne veulent pas. C'est pas ça l'objectif. Mais au moins, depuis ma plainte, ces gens ne m'attaquent plus directement. Ils n'osent plus parler parce qu'ils savent que en m'attaquant, ils aggraveraient leur cas. Surtout qu'ils sont en France et ils ne bénéficient pas d'une immunité diplomatique. Donc ils se sont tus pendant que l'affaire continue. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que de cette façon, la terreur qu'ils ont essayé d'exercer sur moi pour que je me taise n'a pas eu d'effet. C'est clair et net. Ça a un effet puisque j'y pense de temps en temps, mais en réalité, ça ne m'a pas empêché de faire ce que je dois faire, de continuer à parler librement. C'est vrai qu'il y a des signes que on ne peut pas non plus le faire comme avant parce qu'on sait qu'il y a des ennemis partout. On voit des écrits dans le journal hier justement contre moi, contre vous, contre les autres. Et nous devons persister, nous devons continuer à travailler dans le sens de nos intérêts et dans le sens de la vérité. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit à votre association, Jambo ASBL, que je suis derrière vous, que je soutiens vos actions et que toutes actions qu'on pourrait mener ensemble, toutes actions qui tendent à rétablir la vérité sur ce que racontent les gens de Kigali, du FPR, nous, à la Voix des Grands Lacs, en tout cas, on est prêt à y aller avec vous. Ça, il n'y a pas... on peut ne pas être d'accord avec vous comme avec les autres sur des petits points, ça peut exister. Hein. Mais sur l'essentiel comme ça, on est engagé à vos côtés et on doit y aller jusqu'au bout. Très bien. Là, Ah, mais je peux voilà. même vous faire une confidence. Une des raisons pour lesquelles nous pensons qu'il ne faut surtout pas changer de discours parce qu'on est soumis à ces accusations, c'est que ce sont des rescapés du génocide contre les Tutsis eux-mêmes qui viennent dire, mais en fait, ce que vous dites, nous l'avons vécu. Donc, à partir du moment où vous avez des gens qui ont survécu au génocide, qui viennent vous dire que non, vous ne niez pas ce génocide, mais vous parlez d'autre chose que justement le pouvoir en place veut nier, vous dites que vous êtes dans la vérité. Et ce sont des témoignages qu'on a depuis une dizaine d'années, encore maintenant, et c'est peut-être ça qui fait la solidité de notre position, et probablement les raisons pour lesquelles les officiels, les ministres, l'ambassadeur n'osent pas venir devant une juridiction quand même qui est établie dans un état de droit, parce que ces choses-là vont sortir, ces témoignages-là vont sortir, et donc ce qu'on peut dire et écrire dans un journal comme il dirait en toute impunité, ça ne peut pas se faire dans un tribunal. Et donc, nous sommes dans une situation très délicate parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, ne vont pas jusqu'à ce niveau de réflexion, qui s'arrêtent à ce qui est dit par les officiels rwandais, qui s'arrêtent à ce qui est publié dans ces journaux et sur les réseaux sociaux, et qui donc peuvent effectivement se poser des questions, prendre des distances, douter. Mais d'un autre côté, vous avez des gens qui ont vécu ces événements-là et qui viennent dire que non, c'est vous qui tenez la vérité. Et tout à l'heure, vous parliez de ces histoires d'accusations de participation au génocide qui sont faites aux parents. Eh bien, les témoignages les plus convaincants viennent des gens qui ont échappé au génocide, donc des rescapés eux-mêmes, qui viennent vous dire ce qu'on dit sur vos parents, c'est faux. Et donc, quand vous avez des gens qui vous le disent avec sincérité et qui vous le démontrent même, comment voulez-vous à ce moment-là aller douter de cette vérité? Et donc voilà, on est dans un contexte très compliqué parce que au niveau extérieur, les choses peuvent être manipulées facilement.
par des écrits comme celui-ci sur Guillet, par des déclarations du ministre. On connaît Ndoumguilé Olivier avec ses tweets aussi prolixes que mensongers. Un ministre, quand même, un ministre de l'unité et de l'engagement civique, ce n'est pas rien, qui va écrire 3 pages, 4 pages pour assainir des mensonges. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'imaginent pas que ce serait des mensonges. Mais quand derrière, vous avez des gens qui viennent vous dire, non, 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 nous le savons, tenez bon, on ne peut pas le dire, on ne peut pas s'exposer, on ne peut pas témoigner parce qu'on serait en danger, mais c'est vous qui tenez la vérité, continuez à défendre ce que vous défendez, on sait que vous ne niez absolument rien, au contraire, ce que vous faites, c'est que tout soit dit, tout ce que les Rwandais ont subi soit dit, et nous pensons effectivement que c'est le seul moyen d'arriver à exorciser les Rwandais de leurs maux, c'est de pouvoir mettre sur la table toutes les atrocités qui ont été commises, peu importe l'auteur, peu importe la victime, et que les générations qui arrivent sortent de cette cristallisation du style, eux c'est les mauvais, nous sommes les gentils, et qui fait que ça ne marchera jamais si on continue à enseigner une telle version de l'histoire qui est complètement contraire à ce que les gens ont vécu. Merci beaucoup, cher Gustave Monimoutre. Si vous avez un message éventuel à transmettre, soit à vos membres de l'association l'association Jean Boès Bell ou à la communauté rwandaise de Belgique ou d'ailleurs, eh bien, je vais vous laisser 2 minutes pour vous exprimer. Et puis, ben, on mettra un point final à cet entretien de ce soir. Je pense qu'il aura vraiment apporté pas mal de lumière sur le sujet précis. Nous continuons, nous, d'en parler parce que ça nous intéresse et ça nous préoccupe. Que les organisations dépendantes du FPR, de Kagame, hein, parce que c'est le maître, continuent nous, de tout faire pour essayer de nous faire peur, d'étendre leur domination idéologique au Rwanda, bien sûr. Les pauvres, ils ne peuvent pas faire autrement, hein, les victimes du FPR au Rwanda, mais aussi à l'étranger, en particulier dans des pays comme la Belgique et la France, aux États-Unis maintenant, où on demande que le Congo soit puni pour défendre, parce que le Congo a osé défendre son territoire. Maintenant, il y a des Congolais là-bas qui travaillent pour Kigali, qui demandent que le Rwanda, que le Congo plutôt soit sanctionné. Le Burundi, vous savez, c'est la même chose. Nous sommes dans le même bateau, hein. Le régime de Kigali fait tout pour essayer d'étendre son impérium idéologique sur toute la région. Sur toute la région. Mais je pense que chaque chose a une fin. Et les idées que l'association Jambo ASBL et les autres associations rwandaises qui prêchent la démocratie, qui prêchent l'unité, qui prêchent la solidarité, qui prêchent la lutte contre la haine interethnique, c'est très important, alors qu'eux sont en train de tout faire pour diviser les communautés rwandaises partout où elles sont dans le monde. Preuve en est cet article de Tom Dahiro, parce que c'est ça l'objectif, effectivement, diviser, 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 pour que les Rwandais ne soient jamais assis ensemble pour parler de l'avenir de leur pays. Donc, si vous avez un message particulier, vous avez quelques minutes pour vous exprimer, et puis on mettra fin à cette émission. Oui, merci. Bon, il y a beaucoup de sujets, il y a énormément de points à débattre dans euh, concernant les pistes qui peuvent amener les Rwandais à se réconcilier véritablement et en tout cas à avoir une nation où il n'y a plus de persécution politique basée sur les ethnies ou les supposées ethnies, sur les histoires. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais il y a quand même un point extrêmement crucial, c'est celui de l'histoire qui est encore disputée. Et l'histoire qui est racontée très souvent de manière partisane, hein, ça c'est souvent le propre même de l'homme. Mais en ce qui concerne les Rwandais, nous avons besoin d'une véritable réconciliation de notre histoire. Et ça, c'est un exercice qui n'a pas été fait. Certains ont tenté, mais vu que ceux qui avaient le pouvoir d'État et qui pouvaient donc mettre les moyens étatiques vers une telle réconciliation de l'histoire
avait des responsabilités ou même une forme de culpabilité dans ce qui s'est passé, eh bien, les choses ont toujours été écrites de manière incomplète, partiale ou partielle. Et aujourd'hui, en 2025, lorsqu'on voit un article comme celui-là qui sort encore, eh bien, c'est le résultat du fait qu'on n'a jamais eu de moment où on a figé notre histoire avec des gens qui étaient crédibles, sincères, et qui peuvent alors évacuer certaines questions, certaines propagandes, certains mensonges, etc., de façon à ce que nous puissions tous réfléchir sur base de la même version historique. Donc, mon message aujourd'hui, quand je vois cet article, quand je vois ce qui est reproché à la Belgique et au ministre Prévost personnellement, c'est que on a encore besoin de figer cette histoire, l'histoire des Rwandais entre eux, l'histoire du Rwanda et de la Belgique aussi, de façon à éviter que n'importe qui puisse venir et raconter des bêtises, surtout des bêtises remplies de haine, remplies d'accusations mensongères contre des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui s'est passé, et que cela ait des effets néfastes, puisque derrière, ça incite à la haine, ça incite au dégoût, et vous ne saurez jamais quelle personne va y croire et va décider de vous nuire, que ce soit personnellement, que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau de la société. Donc il y a un véritable problème que le ministre Vizimana continue de attiser, à savoir ce mensonge historique qui permet de consolider quelque part le pouvoir du FPR, mais qui détruit comme un cancer la nation rwandaise, parce que cela continue de propager des versions qui sont contraires à ce que les gens ont vécu. Et quand les gens entendent officiellement des choses qui sont totalement contraires à leur vécu, ça ne peut pas marcher. À un moment donné, ça ressortira en bien ou en mal. Et donc, quand je vois ce genre d'article, je me dis, nous avons du travail. Malheureusement, c'est un travail qui doit se faire consensuellement, c'est-à-dire avec les gens qui ont vécu toutes ces histoires. Je n'aime pas parler de telle ethnie, telle origine, telle province, telle... Non, ce sont des histoires, on en a tellement, mais il y a quand même des blocs historiques dans notre histoire récente qui doivent s'asseoir ensemble et pouvoir dégager un consensus sur ce qui s'est réellement passé et sur ce que les Rwandais ont réellement vécu. Et je terminerai donc par dire que il n'y a vraiment aucune, mais alors là, aucune notion de négationnisme dans tout ce que nous disons, dans tout ce que tout ce que le ministre lui-même a fait. On l'accuse d'être négationniste ou de soutenir le négationnisme. Il n'y a rien de tel là-dedans. Ce sont des mots qui sont lancés avec légèreté. Et nous espérons que le procès que nous avons tenté tranchera au moins cette question, parce qu'une fois qu'elle sera tranchée, alors nous pourrons aller à la question suivante, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie beaucoup et je vous encourage vraiment à aller de l'avant sur cette question cruciale pour pas seulement l'association Jean-Bois Isbel, mais pour nous tous, pour toutes les communautés rwandaises du pays et de l'extérieur, parce qu'il en va de l'avenir de notre pays.